la côte caribéenne colombienne. Elle s'étend sur plus de 1500 km, de la frontière du Panama jusqu'à celle du Venezuela. Des plages de sable blanc, une biodiversité unique, la troisième plus grande barrière de corail au monde. Des cultures afro-colombiennes, antillaises et indigènes aux populations espagnoles, la société caribéenne est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus diverses de la planète. Oubliez la violence des cartels de drogue. La région attire aujourd'hui les visiteurs du monde entier. Des villes coloniales aux descendants d'esclaves évadés de Palenque, nous vous proposons d'embarquer pour un voyage à la rencontre de ces peuples colombiens des Caraïbes. Nous commençons notre voyage au beau milieu de l'océan, dans l'archipel de San Bernardo. L'un des plus beaux paysages au monde, 10 îles paradisiaques. Parmi elles, Santa Cruz del Islote, 1200 habitants concentrés sur 1 hectare, à peine plus grand qu'un terrain de football. Ce qui fait d'elle une des îles les plus densément peuplées au monde. L'île est artificielle. Elle a été construite avec des amas de pierre et des blocs de béton. Une centaine d'habitations sur un espace si réduit que la construction se prolonge aujourd'hui sur la mer. Toutes les familles de l'île vivent exclusivement de la pêche, comme Jorge Luis et Thiago. Ce sont leurs grands-parents, des pêcheurs en quête d'eau poissonneuse, qui sont à l'origine de Santa Cruz del Islote. Au départ, ils avaient établi des camps de fortune pour y passer la nuit. C'était il y a un siècle. Au début, ils étaient seulement une poignée, puis petit à petit, d'autres pêcheurs les ont rejoints. Et l'île s'est beaucoup agrandie. Il y a eu de plus en plus de monde sur l'île. Ils ont un secret pour attirer les poissons, transmis par leur grand-père. Ça, c'est un caracol. On utilise ce coquillage comme appât. Qu'est-ce qu'il est gros, celui-là? Bon, maintenant, on va ramener le poisson pour cuisiner le repas de ce midi à la maison. On en a pêché une douzaine ce midi. Jorge Luis habite avec sa femme Maria et ses enfants dans ce petit cabanon. La nourriture est transportée par bateau depuis Carthagène 1 à 2 fois par mois. On va bientôt pouvoir manger. Sur l'île, tout dépend de l'essence. Chaque jour, il faut que l'on en trouve pour nos bateaux de pêche. Ici, je vis avec mes 5 enfants et mes 7 petits-enfants. Et ça me rend heureuse.
Toute l'économie de l'île est basée sur la pêche, mais le tourisme commence à se développer aux alentours. Sur l'île, l'eau de pluie est recyclée. L'électricité est générée par ces immenses panneaux solaires. Anderson est né ici. Il n'a jamais quitté son île. Voici ma mère, ma nièce et mes neveux. Ici, c'est tellement petit qu'on doit tout partager. On doit penser aux autres constamment et c'est comme ça que l'île s'est créée. Anderson est l'aîné d'une fratrie de 10 enfants. Là, c'est le patio et derrière, c'est la cuisine. Chaque petite parcelle est occupée. Nous, on a ce petit espace. Ici, c'est notre petite cour et on y stocke les bateaux et les animaux. Il y a tellement de monde qui vit à la maison que nous sommes obligés de tout organiser méticuleusement. Le linge, les lits, la cuisine, tout doit être bien planifié. J'ai 21 petits-enfants qui vivent avec moi. Même si parfois c'est difficile, je suis très heureuse. Allez, viens, sors de l'eau. À la nuit tombée, Anderson et les habitants de l'île se retrouvent pour chanter de la champetta. Un genre musical dont les racines remontent aux années 70, quand des marins de Carthagène retournaient sur les côtes avec dans les cales des disques de musique africaine. Él se encalló, pero un día muy temprano, él se encalló, encontró una cueva enorme, más grande que tú y que yo. La champetta, c'est une musique qui vient d'Afrique. Et aujourd'hui, on l'a réinventée avec de nouvelles paroles. On parle de notre quotidien, de nos aventures de tous les jours. Par exemple, quand on est dans un bar avec des amis et qu'on se raconte des histoires, on s'en inspire pour improviser une chanson. Bueno. Y aquellos momentos quisiera devolverlo. Es una locura, es una tortura que no soporto y Chiffre étonnant, la moitié des habitants de l'île sont des enfants. Comme tous les jeunes du pays, ils s'identifient aux grandes stars de l'équipe nationale de football. Comme l'île est trop petite pour accueillir un terrain, ils ont l'habitude de se rendre sur un îlot voisin, complètement inhabité, mais où il y a de la place pour jouer. Laisse-moi mettre mes crampons. Bon, vous êtes combien les garçons? Comptez-vous. 5. Bon, on va bientôt commencer à jouer. 5 dans une équipe et 5 dans l'autre. Allez.
Et un football d'un nouveau genre est né. Ici, on a créé ce que l'on appelle le micro-football, car on n'a pas la place d'avoir un vrai terrain de foot. Du coup, on joue toujours à 5 contre 5. Silvio a 14 ans. Il s'entraîne tous les week-ends. Moi, si je veux devenir footballeur, c'est pour sortir mes parents de la pauvreté, aider les autres de l'île qui ont besoin d'argent et acheter mes propres choses. Ici, depuis qu'on est petit, on s'entraide et on doit continuer comme ça. Moi j'adore vivre à Santa Cruz del Ilote. C'est vraiment super ici. Allez, chante pour nous. Voy subiendo a la escalera porque mi mujer me invitó a una fiesta que no debía invitarme, pero ahí comprendí lo que era el amor. Por eso yo me conseguí otra, güey de Maica y llena en detalle. No te preocupes que ahí cantan en detalle, esto se pega aquí. Vamos a bajarle, vamos a zumbarle, vamos para la disco para que suene el baile. Vamos a bajarle, vamos a zumbarle, vamos para la disco para que Nous continuons notre voyage à la découverte de la perle des Caraïbes, la séduisante Carthagène. Ville fortifiée, construite au milieu du XVIe siècle par les Espagnols. Plus d'un tiers des habitants sont des Afro-Colombiens, des descendants d'esclaves. La ville et son métissage ont aujourd'hui un visage. Le voici, peint sur les murs, comme un symbole. Ce visage, c'est celui d'Ana Luisa, célèbre mannequin engagée pour défendre la cause des femmes noires de Carthagène. C'est un artiste irlandais qui a peint Ana Luisa. Son visage a depuis fait le tour de la Colombie. Il m'a représenté sous 3 profils distincts. La blanche colonisatrice, l'afro et l'indigène. Le peintre les a dessinés pour rappeler que toutes ces femmes ont dû se battre pour préserver leurs espaces et leurs territoires. C'est pour cela qu'il les a appelées les 3 guerrières. Mais la lutte doit continuer pour ne plus jamais qu'on nous réduise en esclavage et que l'on prenne notre indépendance. Le quartier de Getsemani a été le théâtre de la révolte contre les colonisateurs espagnols. Ses habitants ont marché jusqu'au palais du gouvernement pour l'indépendance. Ils ont fini par l'obtenir le 11 novembre 1811. L'esprit frondeur et contestataire est encore en eux aujourd'hui. Il se devine sur les murs et les façades. Les peintures urbaines sont un moyen d'expression. Elles ont fini par gagner leur lettre de noblesse. Certaines de ces œuvres
sont reconnus dans le monde entier. Bonjour. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Que pensez-vous du changement de ce quartier? C'est beaucoup plus joli aujourd'hui. Les choses sont différentes. J'ai plus de travail, par exemple. Avant, c'était tout délabré, mais désormais, les touristes viennent ici pour voir les graffitis. On dit même que c'est le meilleur quartier à visiter de tout Carthagène. Pour moi, ce quartier est un symbole de résistance. On a utilisé ici l'espace public pour en faire un lieu de création artistique, comme si le quartier était un grand tableau blanc. Peindre sur les murs de Getsemani, c'est peindre notre réalité. Ana Luisa se bat pour entretenir la mémoire de ses ancêtres esclaves. L'exploitation de leur force de travail a permis à la ville de devenir au XVIe siècle un des plus grands ports de l'Empire espagnol et le centre économique de toute la mer des Caraïbes. Les esclaves ont payé le prix fort. Ils travaillaient jour et nuit dans les champs de canne à sucre, parqués dans des hangars, torturés parfois jusqu'à la mort quand ils ne travaillaient pas assez vite ou lorsqu'ils tentaient de s'enfuir. Au fil des siècles, la ville est devenue le principal port négrier d'Amérique. Des centaines de milliers d'esclaves sont arrivés ici par bateau. L'architecture est aujourd'hui un héritage de cette période coloniale. Cette page de l'histoire, Javier Cassiani la connaît sur le bout des doigts. Chaque recoin, chaque ruelle en porte les traces. Hola. Salut. Comment allez-vous? Qu'est-ce que c'est? C'est un bonbon à la papaye. Dans ce marché du centre-ville, aujourd'hui réputé pour ses confiseries, 200 000 esclaves ont été vendus. Vous saviez qu'on vendait des esclaves ici avant? Oui, ils étaient vendus ici même. On m'a raconté cette histoire. Heureusement qu'aujourd'hui on ne vend plus que des desserts. Ah oui, je suis bien d'accord. Les esclaves travaillaient dans la culture de canne à sucre, mais pas seulement. Il y en avait aussi dans l'ingénierie, la construction, la recherche de pierres précieuses. Il ne s'agissait pas seulement de faire venir de la force de travail, mais aussi différents savoir-faire. C'est ce mélange qui a forgé aujourd'hui l'identité des afro-descendants. C'est délicieux, merci beaucoup. Carthagène est fière de posséder l'un des systèmes les plus complets de fortification militaire d'Amérique du Sud. Là, vous êtes sur la muraille de la ville dans le quartier de Santo Domingo. Protégé à l'intérieur, il y a Carthagène et en face, la mer des Caraïbes. Les pierres ont été extraites, taillées puis mises entre les mains des esclaves venus d'Afrique pour construire la muraille. Les esclaves qui arrivaient à Carthagène ne restaient pas tous là. Beaucoup étaient envoyés dans les autres colonies, comme l'Équateur, le Mexique et aussi en Amérique centrale. Les Afro-Caribéens subissent encore les retombées de leur tragique histoire. Une majorité vit dans les quartiers périphériques et défavorisés de Carthagène, là où un habitant sur 3 vit en dessous du seuil de pauvreté.
On doit faire un cercle. Encore une fois. Tu peux me faire un nouveau rythme, s'il te plaît? Teofilo est né ici. Il a monté cette école de danse africaine pour tenter de redonner un projet d'avenir à une jeunesse déscolarisée. Ici, c'est comme une grande famille. Moi, je suis le papa et elles, ce sont toutes mes femmes. Cette école de danse, c'est une belle opportunité pour que les jeunes s'en sortent dans la vie et qu'ils puissent peut-être un jour réaliser leurs rêves. Essuyez-vous les pieds. Valeria est née ici. Cela fait déjà 2 ans qu'elle fait partie de l'école. Elle rêve de devenir danseuse professionnelle, avec un style bien à elle. Un mélange de danse africaine et contemporaine. Quand je danse, je dénonce la prostitution infantile et les violences que subissent les petites filles et les petits garçons de notre pays. Je me sens plus libre depuis que je danse. J'espère pouvoir réussir à nous sortir de cette misère, ma maman, mes frères et moi, grâce à ce que je fais. C'est ça mon rêve dans la vie. Venez par ici. Les tambours, c'est la force africaine. C'est ce qui donne la virtuosité dans la musique. Dans quelques heures, Valeria va présenter pour la toute première fois sa chorégraphie au Centre culturel de Carthagène. Comment tu vas, mon amour? T'es contente? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Allez, va dans la salle de bain te changer. Elle vit avec sa mère Maria dans cette modeste maison. Le père de Valeria ne vit pas avec nous. Depuis qu'elle a rencontré le professeur Teofilo et intégré la troupe de danse, tout a changé chez ma fille. Elle est beaucoup plus heureuse, en paix. Même au collège, elle a des meilleures notes. Ce soir, je veux montrer le meilleur de moi-même. Tout ce que Teofilo m'a appris. C'est aussi l'occasion de sortir avec ma maman et de se promener, passer du bon temps ensemble. Et surtout danser. La famille va découvrir les beaux quartiers de Carthagène, où restaurants, musées et galeries se sont multipliés. C'est la première fois que je viens ici. C'est très grand. Comme c'est beau. Ça va? Tu te sens prête?
Ce type d'événement, c'est très important pour la diaspora afro-caribéenne dont nous faisons partie. Il permet d'affirmer notre place partout dans la ville et de nous donner une reconnaissance aux yeux des autres habitants. Et puis, il y a une symbolique très forte. Car cette salle, c'était le palais de l'Inquisition. Ce soir, nous recevons Valeria qui va nous présenter sa chorégraphie Plus mort que vivant. Le public est composé d'acteurs du monde culturel. Metteur en scène, chorégraphe, Valeria espère être repérée ce soir par l'un d'entre eux. Sa chorégraphie, ce qu'elle fait, ce n'est pas que de la danse, c'est de la reconstruction sociale. Elle a tellement d'impact. Les gens comme nous qui la voient danser vont repartir avec beaucoup plus que de la danse en tête. Je suis tellement fière d'elle. C'est tellement beau quand elle se produit. Je suis tellement fière de toi. Je t'aime tellement, mon amour. L'héritage africain est bien vivant. À 60 km au pied des montagnes, il existe une ville où il est visible et palpable. Un village d'irréductibles, symbole de résistance et de liberté niché au pied des montagnes. San Basilio de Palenque, fondé au XVIIe siècle par des esclaves en fuite. Originaires de Guinée-Bissau, du Congo, du Sénégal ou du Nigeria, ces pionniers ont fondé le premier Palenque, le premier village fortifié de l'histoire latino-américaine. Le temps semble s'être arrêté. Pendant 4 siècles, les Palenqueros ont vécu coupés du monde, une autarcie salvatrice, puisque leur culture africaine et leurs traditions ont été préservées. Parmi ces traditions, la surprenante pratique de la boxe anglaise. Les jeunes du village s'entraînent tous les jours dans ce hangar. Vas-y doucement, pas de mouvement sans réfléchir. Pedro Salina est né à Palenque. C'est un entraîneur heureux, car tout le monde ici veut faire de la boxe. On est devenu une référence. Quand tu viens de Palenque, tu dois être fort. Si tu te bats en compétition et que tu es d'ici, alors tu n'as pas le choix. Tu dois être plus fort que les autres, voilà tout. On est le seul village qui a eu 3 champions mondiaux de boxe. Et parmi eux, le plus grand de tous les temps s'appelle King Pambele. Il est resté 8 ans champion du monde. Kid Pambele, Antonio Cervantes de son vrai nom, le boxeur de légende de la Colombie. Originaire de Palenque, il a été le premier Colombien champion du monde de boxe.
un titre gagné en 1972 et qu'il a défendu 21 fois. Un palmarès exceptionnel, un héros national. Depuis, cette petite salle de boxe est devenue une fabrique à champions. Des boxeurs en herbe comme Manuel Torres se préparent pour les championnats régionaux. Il faut que l'on continue de montrer que San Basilio de Palenque vit à travers nous. On est en train de poursuivre ce que Kid Pambelé a semé. On veut tous être des champions du monde comme lui et faire connaître San Basilio de Palenque au monde entier. Lorsque les esclaves se sont échappés, ils n'ont cessé de se battre pour conserver leur liberté. Leur lutte s'est transformée en un sport. On a cette combativité enracinée en nous et aujourd'hui, elle s'exprime par la boxe. Leur combat pour la liberté a commencé au début du XVIIe siècle. À la tête de la révolte, Domingo Bioyo, un roi africain réduit en esclavage par les colons espagnols. Dans les champs de canne à sucre, il monte une armée de fugitifs. Cette communauté marronne devient si puissante que la monarchie espagnole finit par lui accorder la liberté, à condition qu'elle cesse de s'agrandir et qu'elle lui prête main forte en cas de besoin. Pedro, l'entraîneur de boxe, habite encore dans la maison de ses arrière-grands-parents. Bonjour, bienvenue chez moi. Je vous présente ma famille. Ici, je ne vis qu'avec des femmes. Elle, c'est ma petite cadette. Comme toutes les femmes du village, Jana et sa petite fille se tressent des nattes. C'est la coiffure des anciens esclaves. Une coiffure qui renfermait bien des secrets. La coiffure des femmes servait de carte pour montrer le chemin de la liberté au peuple de San Basilio de Palenque pendant l'esclavage. Car dans les cheveux, elle traçait les chemins qui indiquaient par quel endroit on pouvait passer et ceux qu'il fallait éviter pour s'enfuir. Disons que ça c'était la plantation, là il y avait la maison, on savait que devant il y avait des gardes, donc ici on fait une tresse pour indiquer que la maison était là et que ça c'est le chemin par lequel sortir. Tu vois, ces ondulations servaient à symboliser les endroits où l'on pouvait trouver des cultures. Parce qu'une fois qu'ils étaient libres, il fallait bien qu'ils se nourrissent. Les autres esclaves qui s'étaient évadés leur laissaient même des allumettes parfois pour cuisiner. C'est important pour nous de conserver cette manière de nous coiffer, parce que même si on est dans un monde de plus en plus globalisé, nous on veut préserver notre mode de vie. Et ça se traduit aussi à travers nos cheveux. Para analizarlo, para aprender a cuidarlo, porque nos hemos enmarcado tanto en esto de la globalización que hemos perdido la esencia que es nuestro cabello. Alors, il paraît que tu veux te battre contre moi? Toi, tu n'auras pas le courage de monter sur le ring. Ici, on parle très fort, mais on n'est pas du tout en train de s'embrouiller. C'est notre manière d'exprimer notre point de vue, en criant parfois. Mais ça ne finit jamais en bagarre.
Cette joie de vivre et cette culture si particulière attirent aujourd'hui les visiteurs du monde entier. Depuis 30 ans, chaque année au mois d'octobre a lieu le festival de Palenque. Mode, musique, tambours et chants africains, pendant 5 jours, les habitants de la ville célèbrent leur culture afro-colombienne. Les touristes viennent de tout le continent pour y assister. Ce groupe arrive du Pérou. Ici, à Palenque, je suis très connu. Savez-vous combien de gamins j'ai formés à la boxe et qui sont célèbres aujourd'hui dans le monde? Un nombre infini. Je parie 20 000 pesos que personne n'arrive à lui toucher la tête pendant 1 minute. Moi, je vais essayer. Je vais essayer de lui toucher la tête. Tiens, je t'offre un verre. Ah, ça y est, j'ai gagné. Hop, j'ai réussi à en faire 2. Il y a tellement de gens qui viennent ici pendant le festival. Si on fait une moyenne à l'année, c'est comme si nous recevions plus de 1000 personnes tous les mois. On a beaucoup de choses à montrer au monde. Et le monde entier est curieux de découvrir tout ça. Le soir venu, San Basilio de Palenque se métamorphose. La musique envahit les rues. Touristes et habitants se mélangent sur les rythmes afro-colombiens. Allez, on y va, il faut se dépêcher. Dans cette école de danse, les élèves apprennent des rythmes africains. Après une année de travail, ils s'apprêtent à présenter leur spectacle. C'est très important car c'est la plus grande manifestation culturelle de notre village. Ils dansent le lumbalou, un rythme qui célèbre le passage de la vie à la mort. Le tambour est fabriqué avec du cuir de chèvre. Et la base est faite avec un tronc entier que l'on creuse comme ça. On l'utilise pour les danses traditionnelles, mais aussi pour les cérémonies funéraires. Dans cette danse, on parle de l'histoire de Catalina Algongo. C'était une jeune femme, symbole de San Basilio de Palenque. Elle adorait danser et elle a disparu. Nous sommes vraiment dans l'Afrique colombienne. L'école de danse enseigne aux jeunes élèves les traditions musicales du Congo, rapportées d'Afrique de l'Ouest par les esclaves. Ce soir, c'est la première fois que Jesus a joué sur scène. Pour moi, c'est beaucoup de joie et d'émotion, car je vais accomplir mon rêve. J'ai toujours voulu jouer du tambour. J'ai pratiqué tous les jours et maintenant, je sais jouer comme eux. J'ai commencé à l'âge de 5 ans, en regardant ces gars-là jouer et en les écoutant attentivement. Ce soir, j'espère que tout le monde va pouvoir sentir l'âme du festival de tambour de San Basilio de Palenque. Jesus et Lily ouvrent le festival.
C'était excellent. Le festival de tambour, c'est bien plus qu'un spectacle, c'est une vitrine pour nous les jeunes de San Basilio de Palenque. C'est la manifestation de notre culture. On a besoin d'événements comme celui-ci pour continuer à entretenir et écrire notre histoire. San Basilio de Palenque est aujourd'hui inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Pour les habitants, c'est une victoire à la fois culturelle et politique. Comme le veut la tradition, le festival de Palenque s'achève par une célébration face au lever du soleil. Nous poursuivons notre voyage cap sur Santa Cruz de Mompox à 250 km en bordure du plus grand fleuve du pays, le Rio Magdalena. Pendant la conquête espagnole, tout le commerce transitait par ce fleuve. La ville était un comptoir économique. Son quartier colonial, l'un des mieux préservés du pays, témoigne de son âge d'or. Ici, la population est métissée, composée de descendants de colons espagnols, d'indigènes et d'Africains. C'est dans cette région reculée qu'ont grandi Abel et ses amis. Les esclaves jouaient beaucoup de musique. Quand les colons les transféraient sur le fleuve, les esclaves ramenaient avec eux ces tambours et ces flûtes indigènes. Ce fleuve, le Rio Magdalena, était l'épicentre du commerce de toute la région. C'est pour cela que Mompox est une ville importante depuis sa création, il y a plus de 400 ans. À l'époque, des milliers d'esclaves arrivaient sur ces bateaux. Parmi eux, les ancêtres d'Ignacio.
Je me sens plus africain, car c'est un peuple travailleur qui a tout fait pour évoluer et grandir. Les Africains, ils ont toujours poursuivi leur quête de liberté face aux colonisateurs. C'est pour cela que je me sens africain. Chaque bateau arrivait sur le fleuve en musique. Dans tous leurs déplacements, les esclaves jouaient ces rythmes. Les propriétaires les laissaient faire car ils aimaient bien. Et pour nous, aujourd'hui, c'est important de continuer à faire ça. Mompox a été la première ville libérée de la colonisation espagnole. C'était le 6 août 1810. À la tête de la révolte, Simón Bolívar, le général vénézuélien. Vénéré dans la région, il est surnommé le Libertador, le libérateur. Depuis, les habitants vivent hors du temps, ils continuent de perpétuer les traditions. Abel vit dans cette maison avec ses 10 petits-enfants. Musicien professionnel, il transmet sa passion à toute sa famille. Voici mon épouse, cela fait 30 ans que nous sommes ensemble. Avant l'arrivée des Espagnols, il y a 4 siècles, Mompox était peuplé d'Indiens, les tout premiers habitants de la côte Caraïbe. La culture musicale de la ville est à l'image de cette histoire. Abel et son fils jouent de la gaïta, cette flûte indigène. Tiens, essaie de refaire le rythme. Sa conception est unique. Taillée dans un cœur de cactus, elle renferme une plume de canard. Utilisée durant les célébrations religieuses autochtones, ces sonorités imitent les chants des oiseaux. Ici, on est en recherche perpétuelle de nos origines. Les rythmes espagnols, les sonorités africaines ont fait évoluer les mélodies de la gaïta, qui est devenue une partie intégrante de la culture musicale des Caraïbes colombiennes. Dans cette quête de nos origines, cette flûte est très importante, car comme elle vient d'une ethnie indigène, elle nous fait sentir que nous sommes aussi américains, indigènes, africains et même espagnols. On retrouve ces mélodies dans la sensuelle cumbia, mélange de danses africaines et d'instruments indigènes.